Voilà, donc si vous voulez, on peut passer, on peut prendre un petit temps d'échange. À partir de tout ça, je peut-être été parfois imprécis ou un peu brouillon. Ben, c'est peut-être l'occasion de m'obliger à essayer de préciser dans la mesure de mes possibilités ce qui n'a pas été Et suffisamment je établi. suis Voilà. très, enfin, je suis personnellement très intéressé du fait qu'effectivement, on puisse encore remettre en cause l'avortement ou le droit à l'avortement, puisque c'est quand même comme ça qu'il est présenté souvent, euh, et que nous, enfin, en tant que soignants, on rencontre quand même des gens qui gardent une conscience morale, parce que c'est quand même un problème. Ce n'est pas faire un avortement, enfin subir un avortement ou décider d'un avortement, c'est quand même une décision lourde et moralement, même enfin, en dehors de références chrétiennes, hein, il y a quand même une vie qui est là, et je pense que beaucoup de femmes encore, même actuellement, se, ne prennent pas une décision comme celle-là de toute façon à la légère, en tout cas, au moins. Ce discours est de plus en plus inaudible. Euh, il, y a une, il y a ce que j'appelle en ce moment une sorte de bulldozer de la promotion de la décision individuelle, quelle qu'elle soit, qui balaye tout sur son passage. Et donc, quand vous dites que c'est pas un droit, enfin, vous laissez me dire, c'est devenu un droit de fait depuis que ce n'est plus une infraction. De fait, c'est un droit. Les juristes nous le disent. C'était pas le cas. C'était pas le cas au moment du vote de la loi Veil. C'était pas un droit. Encore une fois, c'était une infraction non punissable, à condition qu'un certain nombre de conditions soient réunies. Mais aujourd'hui, c'est devenu un droit et c'est revendiqué comme tel, vous le voyez bien, et la moindre personne qui essaie de dire autre chose est tout de suite stigmatisée, c'est le cas de le dire. Et j'ai essayé de donner tout à l'heure deux, trois exemples de philosophes en dehors de la cathosphère qui osent dire qu'il y a toujours une distinction à faire entre le légal et le moral. J'ai donné l'exemple extrême et il faut le reconnaître très isolé, très rare de ce professeur important de la Sorbonne des années passées, Marcel Conche, qui lui dit que cette législation est une législation carrément criminelle. Enfin, il utilise des mots que beaucoup de chrétiens n'osent même pas utiliser. Et à côté, vous avez des philosophes qui disent mais j'approuve la loi parce que en effet, les femmes doivent pouvoir disposer de leur corps, dire, enfin, des arguments, elles ne peuvent pas. Alors c'est toujours l'expression que j'utilise, je l'ai utilisée tout à l'heure, je la redis maintenant. Elles ne peuvent pas donner l'hospitalité à l'être qu'elles portent en elles-mêmes. Voilà. Et en disant ça, en général, bon, je me fais pas trop critiquer. Mais il peut arriver. Mais non, c'est un paquet de tissus, c'est un intrus qu'il y a dans le ventre de la mère qu'on lui a infligé, qu'on lui a imposé, qu'elle ne veut pas, qu'elle ne désire pas. Et donc, ben, qui suis-je moi, homme en particulier, pour oser dire que c'est quand même un être humain. Alors, ben, je me appuie simplement sur l'embryologie qui me dit que c'est quand même, c'est pas un chimpanzé que la femme porte, c'est un petit être humain qui sans doute n'est pas arrivé à un stade encore d'évolution complète, mais qui va me dire à quel endroit il y a un seuil particulier. Et là quand même, quand on réussit à dire ça, on peut semer un peu d'inquiétude. Mais aujourd'hui, puisque l'altérité de cet être qui est dans le sein, dans le ventre de la femme, n'est plus reconnue, puisque certains osent dire, oui, c'est un paquet de cellules, c'est un amas de cellules, on entend cette expression parfois, eh bien, on ne voit pas pourquoi on se poserait d'autres questions que le droit des femmes qui ont été pendant tant de siècles et de millénaires dominées, et donc aujourd'hui, enfin, elles peuvent se libérer de cette fatalité d'un accouchement qu'elles n'ont pas souhaité, qu'elles n'ont pas désiré. Il faut entendre aussi la détresse des femmes, il faut reconnaître qu'elle existe. Mais en même temps, c'est le philosophe qui parle, mais il faut penser les deux à la fois, la détresse de la femme et cet être dont nous ne savons plus définir le statut en quelque sorte, dont nous ne voulons plus voir le statut. Il y a une vraie difficulté. Et beaucoup de gens qui euh, approuvent ou ont approuvé la loi Veil sont aujourd'hui un peu coincés et ils le disent en privé, mais ils n'osent plus le dire en public. Je rencontre quelquefois des hommes politiques, ils disent, oh là là, si on touche à ça, si on, oh là là, je me fais fusiller immédiatement. C'est même plus une question d'option politique qu'il y a derrière,
tout simplement une impossibilité. Imaginez quelqu'un à la télévision qui dise un petit peu ce que je suis en train de dire. Mais vous avez immédiatement, au bazooka, une démolition en règle, parce que ça n'est plus audible. Voilà. C'est là que la conscience morale peut encore peut-être un jour dire des choses que on n'ose plus dire directement. Mais c'est pas facile parce que faut pas être contre-productif aussi, hein, parce que s'appuyer derrière les grands principes, ça n'a pas toujours été très, très efficace. Voilà, c'est un être humain, point barre, donc circuler, rien à voir, non, il faut prendre la totalité du problème. Assumer le fait que des femmes sont réellement en détresse. Comme vous le disiez tout à l'heure, Brice, elles ne font pas ça par plaisir dans l'immense majorité des cas. Hein. C'est même une douleur qu'elles peuvent porter, d'ailleurs longtemps dans leur chair et dans leur mémoire. Mais vous avez vu aussi que la dernière clause qu'on est en train de vouloir faire sauter, c'est celle qui dit que l'IMG peut être pratiquée pour détresse psychologique ou sociale. Oui. Enfin, elle n'est pas passée, celle-ci encore. C'est littéralement effrayant. Oui. C'est littéralement effrayant parce qu'aucun pays au monde n'a osé une telle disposition, ce qui voudrait dire qu'un enfant en parfait état, en parfaite santé, moins un jour, pourrait être évacué parce que la maman est en détresse sociale. Là, on se dit que... Alors, dans les faits, ça existe déjà quand même. Puisque pour avoir déjà assisté à des staffs de diagnostic anténatal, donc à des termes très avancés, et pour des raisons médicales mineures, j'allais dire, des décisions d'IMG ont été prononcées pour détresse psychologique. Donc, mais attendez, alors, ou bien il y avait réellement un problème, disons, d'ordre pathologique chez l'enfant ou chez la mère, auquel cas, en effet, l'IMG va être envisagé par la loi, par l'équipe médicale. Mais dans le cas d'une détresse qui serait strictement sociale et psychologique, comme il était écrit en toutes lettres, là, du coup, on ne voit plus du tout. Alors, je ne peux malheureusement que confirmer, et c'est pas d'hier, c'est de plusieurs années, qu'une jeune fille en centre psychiatrique où je travaille a été avortée pour un pied-bot en IMG parce que le terme était la date d'avortement était dépassée et l'argument était le pied-bot en disant bien sûr que de toute façon elle n'était pas en état de s'occuper de cet enfant. Et moi j'avais simplement dit à l'équipe psychiatrique, j'avais dit croyez-vous que de pratiquer un avortement va être constructif pour son état psychique. Voilà, c'est tout ce que j'ai dit. Voilà. Oui, bien sûr. Ça date de plusieurs années, vraiment d'une quinzaine d'années. Moi, je vous écoute puisque je ne suis pas du milieu médical et donc c'est vous qui avez raison par définition, dès lors que vous m'apportez des exemples de ce genre-là. La seule chose que je peux dire, c'est que le législateur, étant plus ou moins au courant de ça, et comment dire, étant l'objet certainement de pression pour que le droit confirme le fait, c'est pour ça qu'il va dans cette direction. Il faut bien qu'il y ait quelque part déjà des transgressions de la loi pour faire changer la loi afin qu'elle s'adapte à la situation, alors qu'une loi, normalement, elle est normative, elle n'est pas faite pour suivre les mœurs, elle est faite pour les encadrer, pour les précéder aussi. Mais aujourd'hui, il y a une dérive très profonde et c'est un problème que nous posons entre philosophes parfois. Qu'est-ce que c'est que cette société qui décide finalement que l'état de fait doit devenir droit? Il n'y a plus de droit du tout, parce qu'à ce moment-là, c'est la sociologie qui l'emporte. C'est ce que je disais à mon député qui habite à quelques centaines de mètres de chez moi et qui s'apprête à voter demain à la légalisation de l'euthanasie. Il me dit, les gens le veulent. Donc, je dis à ce moment-là, monsieur le député, il n'y a pas besoin de vous, il suffit qu'il y ait des instituts de sondage et puis il suffit de sonder les Français et donc c'est les sondages qui vont faire la loi. Mais vous êtes législateur, donc vous devez réfléchir à la loi que vous proposez, au lieu de dire j'entérine ce que les Français veulent. Alors quand les Français diront nous on veut rouler à 250 km/h sur les routes, majoritairement vous allez voter la loi parce que, on peut donner des exemples un peu comme celui-là, c'est ce que je ne me prive pas de faire d'ailleurs, mais ça n'a pas de sens. Je veux dire, votre métier, la noblesse de votre métier disparaît derrière l'IFOP, quoi. C'est l'IFOP qui dirige le pays, c'est plus vous, quoi. On peut évoquer tout simplement la peine de mort. Parce que si on faisait on pourrait la peine de mort, si c'était mise au vote. Là, c'est clair.
prenons un cas épouvantable d'un meurtrier, il y en a en ce moment sous la main, vous le mettez bien en évidence, vous faites beaucoup de films, de documentaires, de journaux télévisés sur cette affaire, et vous faites un référendum aujourd'hui, et les instituts de sondage nous disent qu'en effet, la peine de mort serait rétablie. Et donc, faut faire attention à ce genre de situation. Un jour où j'étais en débat justement sur la question de l'euthanasie avec une militante très, très en vue, je ne la citerai pas ici, de l'euthanasie, elle donnait cet argument de la peine de mort, et je lui renvoyais, je dis quand Badinter a aboli la peine de mort, vous savez peut-être que 70% des Français étaient hostiles à cette abolition à l'époque déjà. Et il a eu le courage politique d'aller à contre-courant de la peine de mort. Donc, ce n'est pas les sondages qui disent. Et Badinter était pour elle une référence, donc ça m'embêtait que je cite ce nom-là. D'autant plus que Badinter, même s'il est très vieux aujourd'hui, a pris position très clairement contre la légalisation de l'euthanasie, ce que je ne me prive pas de rappeler chaque fois que j'en ai l'occasion, et en particulier dans la tribune que Ouest France a bien voulu me laisser écrire vendredi dernier, vendredi saint, exactement, où j'ai rappelé la position de Badinter. Bien sûr, il y a la recherche de la vérité, mais voilà. Oui, vous avez la réponse dans votre question, parce que la première chose à se dire, c'est d'admettre notre faillibilité. C'est-à-dire que ma conscience morale est un guide infaillible, mais les circonstances peuvent faire qu'elle soit faillible. C'est exactement ce que j'allais dire, je l'ai appelé ça un bricolage conceptuel, mais c'est un peu méchant de ma part, parce qu'en réalité, c'est une belle synthèse que tente Thomas d'Aquin, où justement, il tient à la fois fermement que la conscience est notre ultime guide, c'est bien elle qu'il faut écouter, mais il faut admettre aussi qu'elle soit faillible. Et pour éviter qu'elle soit faillible, eh bien, il n'y a pas d'autre ressource que d'assumer les raisons qui nous font choisir telle option plutôt que telle autre. C'est-à-dire d'entrer dans ce qu'on peut appeler la raison pratique. C'est-à-dire comment je vais évaluer la situation, avec quels outils intellectuels, avec quels outils conceptuels, avec quelle loi morale, quelle est la loi morale qui va me guider dans les choix que ma conscience va accepter. Si bien que c'est toujours la même métaphore qu'il faut utiliser, c'est-à-dire celle de l'éclairage. Quand quelqu'un dit « moi j'écoute ma conscience », je dis comment, je répondrai toujours, enfin c'est ce que je disais à mes étudiants, à mes élèves quand on traitait ces questions, je dis mais quel est l'éclairage de votre conscience? Il est plus important de savoir les lumières que vous mobilisez, les principes que vous mobilisez, que l'écoute immédiate, dans l'immédiateté de votre sentiment intérieur, qui peut faillir, qui peut défaillir. Et d'ailleurs, même quand vous utilisez la raison, c'est-à-dire le dialogos, c'est-à-dire cette circulation de la raison, c'est-à-dire que vous confrontez vos points de vue avec d'autres, mais pourquoi d'autres pensent autrement que moi, mais quelles sont leurs raisons? Et il faut que ça soit dans les deux sens. Je ne dois pas être dogmatique parce que je prétends que je suis le seul à détenir une vérité. Comme je disais tout à l'heure, il peut se trouver des situations exceptionnelles où on transgresse la loi. Oui, j'ai donné l'exemple du code de la route, mais il y en a d'autres. Je vais vous en donner un tout de suite. Mais pour en finir avec un début de réponse à votre question, c'est assumer qu'on n'est jamais sûr de possible vérité, mais qu'on est toujours en recherche. Deux, que les raisons, il faut savoir les étaler pour que nous ne soyons pas emprisonnés dans un sentiment simplement subjectif. Et l'exemple que je voulais vous donner, c'est justement celui de la fin de vie. Bon, vous avez compris depuis longtemps que je suis vraiment très, très hostile à une légalisation de l'euthanasie. Est-ce que ça veut dire que dans toutes circonstances, il ne faut pas parfois transgresser cette loi? Et j'ai un exemple. J'étais membre du comité d'éthique du CHU de Nantes pendant 17 années, un interne qui était de service un dimanche et qui a injecté du curare pour faire mourir, clairement, euthanasique, un patient. Et il n'était pas bien, du tout. Et donc, de lui-même, il a demandé à réfléchir à ce qui s'était passé devant une partie de notre comité d'éthique. Bon, j'en parle maintenant parce que ça fait très longtemps que ça s'est passé. Et qu'est-ce qu'il nous a raconté? Il nous a raconté que la transmission n'avait pas été très bien faite sur les médications qui avaient été données auparavant, que lui n'était pas encore complètement bien formé, que le malade souffrait horriblement, hémorragie, enfin vous imaginez, hein, il était en train de mourir et avec une hémorragie très 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 douloureuse. Il dit je ne savais plus quoi faire, j'ai abrégé ses jours. Voilà.
qu'est-ce qu'on va lui dire? Qu'est-ce qu'on va lui dire? On l'a pas dénoncé à la justice. Dans les circonstances où il s'est trouvé, coincé comme il l'était, la loi reste la loi, il l'a transgressée. Aurions-nous fait mieux que lui dans cette situation? Non, non. Donc voilà, on peut, et quelquefois même on doit transgresser la loi. Mais j'insiste toujours sur le fait qu'une transgression n'est pas une négation. Le problème d'aujourd'hui, c'est celui-là. C'est-à-dire que ce qui est considéré comme une transgression, j'ai eu ce débat avec des Belges en particulier, ce qui est aujourd'hui une transgression, c'est-à-dire ils revendiquent cette transgression, mais bon, d'accord, jusque-là ça va, parce que la transgression, ça veut dire qu'on reconnaît la loi morale elle-même, et on sait qu'on la transgresse, parce que les circonstances ont fait qu'on l'a transgressée, mais il est loin, puisque dès lors qu'on considère que la législation belge est meilleure que la française, c'est ce qu'ils me disent, parce qu'ils nous accusent d'hypocrisie ou je ne sais pas quoi, eh bien, du même coup, il est légitime à leurs yeux que la transgression devienne une modification de la loi. Mais une loi, quand elle est changée, qu'il s'agisse de la loi morale ou de la loi civile, c'est plus une transgression, puisque il est légal de faire une euthanasie. Donc, vous ne pouvez même plus transgresser comme l'interne dont je parle tout de suite, puisque c'est devenu légal. Donc, comment se débrouiller de ça? Et donc, le concept qui manque ici, c'est justement celui de cette distinction entre une transgression de la loi qui finalement valide la loi et une négation de la loi qui finalement détruit la loi. J'ai appris ça, comme je le dis souvent, d'Aristote, j'ai appris ça aussi Paul Ricoeur. C'est assez élémentaire peut-être à expliquer, mais ce n'est pas élémentaire du tout à faire rentrer dans les têtes, cette affaire. L'archevêque de Rennes parlait beaucoup d'intentionnalité aussi. J'ai oublié son nom là. L'archevêque de Rennes qui avait Ah oui, beaucoup travaillé. Pierre d'Ornelas, oui. Voilà, Pierre Dornelas parlait beaucoup d'intentionnalité aussi. Parce que Oui, bien sûr. c'est ce qui fait quand même toute la différence. Enfin, moi, je dis à mes équipes, soulager au risque d'abréger. Enfin, c'est pas du tout la même chose que de décider, même en équipe, que ça s'arrête, Oui, quoi, en fait. Voilà. oui, oui, c'est un grand classique. C'est un grand classique de la théologie morale, c'est un grand classique de la philosophie morale, et c'est un grand classique aussi du débat politique. J'étais associé à la loi Leonetti du 22 avril 2005, et justement, pour la première fois, nous avions introduit ce principe, c'est l'article 2 à l'époque, que en fin de vie, parce que si on n'est pas en fin de vie, ça ne s'applique pas de la même façon, en fin de vie, donc quand le pronostic vital est engagé et qu'il y a des souffrances qu'on ne parvient pas à contrôler autrement que par une sédation profonde et continue, comme on finira par le dire. En tout cas, quand on ne peut pas contrôler la souffrance autrement que par des médications qui peuvent, lorsqu'ils sont prescrits à des doses fortes, on ne peut pas soulager autrement, on doit le faire, même si on prend le risque d'abréger les jours. C'est écrit en toutes lettres dans la loi, c'est l'article 2 de la loi du 22 avril 2005, et nous avons été 81 personnes auditionnées, j'avais fait le compte à l'époque, et tout le monde, sans exception, tout le monde avait accepté ce principe qui n'était pas encore entré en vigueur, dans la mesure où on disait le contraire. Alors, on pratiquait le contraire en tout cas, mais on disait même le contraire dans le code de déontologie de 1947. Si vous allez regarder cette première version du code de l'après-guerre, 1947, alors je l'ai en mémoire, c'est l'article 23 alinéa B, il est dit très exactement que le médecin, lorsqu'il soulage la souffrance, ne doit pas oublier que l'essentiel, c'est la prolongation de la vie. C'est exactement le contraire que nous avons dit en 2005. Mais alors, cet article a disparu quand même lors de la deuxième rédaction du Code de déontologie, celle de 1955. Mais alors, ce qui est très intéressant à observer, et ça je ne me fais pas faute de le dire dans le débat public, surtout quand je ne suis pas face à des chrétiens, le premier qui a osé énoncer ce principe, c'est le pape Pie XII en 1957, dans un texte remarquable, où il dit que soulager la douleur est plus important que prolonger la vie. Il dit exactement le contraire de ce qui était écrit dans le code médical. Alors, je disais que ça avait disparu dans la rédaction, parce qu'on s'était quand même avisé que ce n'était pas quelque chose de si éthique que cela, mais dans les pratiques, c'est quand même ce qui a continué, c'est-à-dire que beaucoup de médecins hésitaient à utiliser
des morphiniques pour des raisons qui aujourd'hui nous paraissent complètement dépassées, du genre accoutumance, je ne sais pas quoi, parce que, non, la considération de la douleur et de la souffrance, vous savez, je ne sais pas quel est votre âge, mais on est dans les facultés de médecine, on a commencé l'enseignement de l'antidouleur seulement dans les années 80, à la fin des années 80, et encore d'une façon un petit peu timide, un peu timorée, mais auparavant, la souffrance ne faisait pas partie de, comment dire, de la formation du médecin. Au 19e siècle, on disait, mais le médecin, il est fait pour guérir, il n'est quand même pas s'abaisser à s'occuper d'épiphénomènes comme la douleur. C'est pas ça notre boulot, c'est pas ça notre problème. Vous avez des séances de l'Académie de médecine qui sont aujourd'hui assez difficiles à entendre sur cette question. Mais ça a perduré, ça a perduré. La preuve, c'est que cet article du Code de déontologie que je signale en ce moment va dans ce sens. Et dans ce sens, oui. Oui, je bois et c'est difficile de réagir l'une ou l'autre des perles que vous nous donnez. Si j'en choisis une, c'est la synthèse dont vous avez sur ce pli de l'époque. Je trouve quand même qu'il y a quelques articles à suivre confiance et que ce qui est souvent problème est la réification de la conscience. Je peux accepter qu'une conscience travaille et soit erronée, mais j'accepte le cheminement de la conscience. Et non pas je lui oppose un principe rigide qui abolit le travail de la conscience. Et là, on retrouve les enjeux du dialogue qui fondamentalement partent d'une considération de chacun et là où il en est. Oui, vous avez complètement... Oui, vous avez fini, non? Oui, vous avez parfaitement raison. Parce non, que vous c'était pour dire simplement que c'est une belle chose que de remonter à saint Thomas d'Aquin pour s'asseoir sur un principe qui apparaîtrait moderne alors qu'en fait il est ancré dans la conscience de l'Église, dans la mémoire de l'humanité qu'est le magistère. Ah oui, oui, la fonction du magistère, elle est précisément de fournir cet éclairage qu'une très longue tradition a construite dans un labeur constant. Ça ne veut pas dire que la formulation soit toujours adaptée à la situation et que même le magistère doit constamment renouveler la manière dont il s'exprime. C'est quelque chose que disait Jean XXIII en particulier à l'ouverture du Concile. Et je crois que c'est tout à fait vrai de le dire comme ça. C'est-à-dire que le danger qui peut nous guetter, me guetter, hein, je me mets dedans évidemment, le danger, c'est comme je le disais tout à l'heure en commençant, de s'abriter derrière un éclairage que l'on considère comme évident, immuable, et donc non discutable, c'est ça qui est bien dangereux, et du même coup, ce n'est pas vraiment la conscience qui parle, c'est la rigidité d'un principe invoqué. Donc, vous avez complètement raison, c'est d'invoquer la temporalité, c'est-à-dire qu'une conscience, ce n'est pas une illumination brutale, ce n'est pas une révélation d'un coup d'un seul, c'est une construction patiente, lente, humble, et surtout ouverte. Alors, pas simplement à autrui, mais aussi à soi-même. C'est-à-dire que moi, j'insiste beaucoup sur cette idée du dialogos dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire cette raison qui circule, mais d'abord, elle circule en moi. Vous savez, Platon a défini quelque part le dialogue comme finalement d'abord la confrontation de l'âme avec elle-même. C'est-à-dire que le premier dialogue, il est à l'intérieur de moi-même. C'est-à-dire que déjà, je dois faire fonctionner à l'intérieur de ma raison les différents paramètres qu'il faut savoir intégrer. Si on va trop vite affirmer les principes, c'est facile, voilà, c'est facile. Écoutez, je vais mettre les pieds dans le plat en prenant un exemple très récent. Tant pis si je me fais des adversaires ce soir parmi vous, et pour ceux qui nous écouteront sur la chaîne YouTube. Vous avez vu récemment la
congrégation de la doctrine de la foi, dire avec beaucoup d'énergie, beaucoup de clarté, que le mariage entre personnes du même sexe n'était absolument pas admissible, etc. Mais ça a été dit dans des termes qui étaient justes, je crois, dans le principe, mais des termes si violents que même à l'intérieur de ceux qui sont les plus fidèles à l'enseignement du magistère, je pense au cardinal Schönborn de Vienne, il y a eu des réactions. C'est pas comme ça qu'il faut dire les choses. Donc, c'est pas suffisant de dire « je tiens le bon bout », encore faut-il avoir, non pas l'hypocrisie, hein, pas du tout, mais avoir le sentiment de l'autre en face. Comment il va entendre ça? Comment ça va être reçu? C'est-à-dire que mon message, il doit être audible autant que possible. Alors, peut-être qu'il ne le sera jamais, mais il y a peut-être d'autres manières de dire la même chose, mais de le dire avec beaucoup plus de respect, de modestie, et considérer que même chez celui avec lequel je ne suis pas d'accord, il y a des points d'accord. Moi, quand je débat de la question euthanasique, j'essaye. Alors, ça ne marche pas toujours. Il y a des fois même où ça se passe très très mal. Récemment, ça m'est arrivé d'un débat très, très rude, très, très violent. Mais d'une façon générale, ce que j'essaie de faire, c'est de dire je suis d'accord avec vous, cette souffrance, elle est inadmissible, complètement d'accord avec vous. Et si en conscience, vous considérez que la seule façon de l'abréger, c'est de faire mourir le patient, je vous comprends, je comprends, et je ferai peut-être comme vous dans la même situation. Mais c'est pas la même chose de dire écoutez, c'est pas bien, donc terminé, dégagé, il n'y a rien à voir. Accepter que si l'autre arrive à telle ou telle position, c'est parce que aussi il a une histoire, c'est parce que aussi il a construit à sa façon, avec forcément des événements qu'il faut prendre en considération, bien souvent, des circonstances. Voilà, chacun d'entre vous s'est trouvé dans des situations, moi qui ne suis pas médecin, j'en ai eu à vivre de la même façon. Une jeune femme, fille d'un de mes meilleurs amis, m'a téléphoné il y a quelque temps pour me dire j'ai un enfant très très gravement handicapé que je porte. Ma tante a eu le même. Je ne suis pas capable de vivre ce que ma tante a vécu avec cet enfant. Je ne me sens pas capable. J'ai pas essayé de lui dire c'est pas bien, il faut absolument que tu l'acceptes. Enfin, je sais pas. J'ai essayé de dire je comprends ta douleur. Enfin, c'est la première chose à faire. Et puis après, on dit ce qu'on peut, Mais je ne me voyais pas lui dire c'est pas bien, c'est très mal hein, d'envisager une chose pareille. C'est le cas de le dire, comme pour imiter le pape François, qui suis-je? Surtout moi, homme, pour dire voilà. Entendre la détresse avant toute chose, déjà. Puis après, on peut essayer de progresser. Mais voilà, on sait très bien que le bien n'est pas facile. Ce qu'on peut souvent faire, c'est éviter le mal ou choisir le moindre mal. La vie est plus compliquée que les principes, toujours. Donc le magistère, vous avez raison de le rappeler, est porteur d'une belle tradition, c'est vrai. Il faut toujours la réactualiser. J'insistais sur le point que le drame de la conscience, c'est lorsqu'elle se rigidifie. Elle n'est plus l'expression de la conscience, mais simplement d'une raison qui oublie et qui n'est plus celle d'un cœur qui écoute. Voilà. Exactement. Et donc vous avez nous avons fait beaucoup de mal, nous les chrétiens. Nous avons fait beaucoup de mal, nous les chrétiens, dans cette rigidification qui a bloqué le dialogue. Alors que ce n'est pas conforme à notre tradition la plus profonde. Ce n'est pas conforme. Mais oui, je suis heureux que vous le disiez sous cette forme-là. Alors moi, ce soir, j'ai beaucoup insisté sur l'éclairage. Donc, à la limite, vous avez raison de me dire, attention à ne pas basculer non plus trop vite, en disant, voilà, je suis bien éclairé, donc je prends la bonne décision. Oui. C'est évidemment, moi, la belle formule de Salomon, que je répète toujours, Dieu, donne-moi un cœur intelligent. Et donne-moi un cœur, mais intelligent. Une intelligence sans cœur, c'est la rigidité, c'est quasiment dogmatique, fanatique même, il faut oser le dire. Mais un cœur sans intelligence, c'est également extrêmement glissant, dangereux, et c'est la pente dans laquelle notre époque est en train de dévaler. On est en train de la dévaler, cette pente, je crains, par moment. J'ai suivi avec intérêt votre intervention.
Voilà, j'ai retenu en fait beaucoup de choses, je dirais, que ne sont pas forcément... je les ai déjà entendues, mais ce que j'ai retenu en particulier, c'est cette distinction entre la loi civile et la loi morale. Et je pense qu'aujourd'hui, cette distinction n'est pas implicite, non, parce que des fois, on délègue et on considère plus que... une décision elle est prise par les autorités, elle devient de fait juste. Et voilà, je pense que c'est un sujet qui mérite évidemment à réfléchir beaucoup plus. Le principe, on le comprend. Dans la traduction pratique, des fois, voilà, on n'est pas si en général, voilà, j'ai l'impression que on n'est pas si flexible que ça et on ne perçoit pas la distinction et on ne voit pas non plus un dialogue possible. On est un peu dans une opposition ou dans une assimilation très très facile. Je retiendrai, voilà, je réfléchissais en vous écoutant un peu sur ce sujet, parce qu'il me semble toujours tenir, voilà, séparer les deux, au moins les mettre en dialogue sans les confondre, non, et justement séparer aussi ce qui est de l'ordre d'une convention sociale, ce qui est une loi civile, et ce qui est de l'ordre beaucoup plus profond de la loi morale, qui cherche un peu sa nature d'être pour nous, dans la loi divine, finalement pour tous, dans ce qui est le bien absolu que nous cherchons de tout notre cœur et qui nous sauve finalement. Donc moi j'ai retenu et je soulignerai cela. Ce n'est pas une question, voilà, c'est un peu mon retour un peu, parce qu'évidemment, n'étant pas médecin, je n'ai pas forcément une préoccupation, une expérience dans ce sens-là, et je retiens simplement voilà, ces distinctions que je trouve très importantes. Oui, j'insiste sur quelque chose que j'ai essayé de souligner tout à l'heure. Il se trouve que dans la loi civile même de nos meilleures démocraties, il est inscrit en toutes lettres qu'il y a un écart entre la loi civile et la loi morale. Et c'est cet écart qu'on est en train d'essayer de faire sauter. Et ça, c'est terrifiant. Il faut oser le dire, les démocraties portent en elles-mêmes, c'est le moins mauvais des régimes possibles, comme disait Churchill, mais comme disait aussi Aristote. C'est-à-dire, c'est le régime où il y a des pathologies de tous les régimes, disait Aristote. Mais pour la démocratie, il y a une pathologie qui est moins grave que dans les autres régimes, et c'est pourquoi il vaut mieux préférer la démocratie, parce qu'elle peut permettre justement de continuer à maintenir cet écart entre loi civile et loi. C'est écrit en toutes lettres, le législateur reconnaît qu'un militaire, encore une fois, a le droit, et même parfois le devoir, d'écouter sa conscience plutôt que les ordres qui lui sont donnés. C'est pas rien quand même d'écrire ça c'est pas tous les pays où vous avez ce droit-là. Puis nous, on l'a eu simplement depuis 40 ans, c'est pas si vieux que ça. Donc, voilà, l'objection de conscience, la clause de conscience chez les médecins, l'objection de conscience chez les militaires, la clause de conscience chez les journalistes, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, eh bien, est reconnue par la loi civile elle-même. Alors, si on fait sauter ce verrou, c'est affreux parce que moi, il y a une formule de Robert Badinter qui est vraiment quelqu'un sur le plan du droit qui m'a énormément appris. Il y a une formule de Badinter que je l'ai entendu prononcer, c'était en 2008, je crois, lorsque on s'est avisé de réviser la loi Leonetti, afin de voir s'il fallait changer quelque chose. Il y a eu une mission parlementaire à laquelle j'avais été convié moi-même. Et dans une autre séance, Robert Badinter avait eu cette expression que j'aime vraiment utiliser, mais une loi n'est pas que répressive, elle n'est pas pour nous dire ce qui est interdit. Une loi n'est pas que répressive, disait-il, elle est expressive. C'est-à-dire qu'elle exprime quelque chose qui va au-delà du droit lui-même. Elle exprime quelque chose des valeurs qu'une société souhaite défendre. Et c'est la raison pour laquelle il continue aujourd'hui encore à être de façon acharnée hostile à la légalisation de l'euthanasie. Moi, je l'ai fait remarquer dans la tribune dont je parlais tout à l'heure, que Ouest France a publié vendredi dernier. J'ai fait remarquer que Badinter avait préfacé courageusement, lui, l'homme de gauche, le ministre de Mitterrand, le livre de Jean Leonetti, homme de droite, qui avait expliqué un peu le sens de sa loi dans un ouvrage intitulé Est-ce ainsi que les hommes meurent, un truc comme ça. Voilà. Donc il faut savoir justement regarder les grandes intelligences qui peuvent communiquer par le haut, par le sommet. Voilà.
Et là, on a un exemple. Mais qui le montre, cet exemple, aujourd'hui? C'est pas évident. Pas évident. D'ajouter justement, vous avez parlé tout à l'heure de la noblesse du métier de législateur. Et pour moi, ce qui est remarquable, c'est que cette noblesse, elle tenait au départ, l'essence de la loi, il me semble, c'était de défendre et de protéger le faible. Vous me dites si je fais erreur, mais il me semble, intuitivement, c'est ça ce que j'ai retenu. Or, ça n'est plus ça l'essence du droit, tel qu'il apparaît, mais plutôt comme le fait d'entériner la loi du plus fort, la loi de la majorité. Une majorité pense comme ça, donc ça fait loi. Alors que l'essence de la loi était de protéger, de défendre le faible, il me semble. Vous avez complètement raison. Dans la dénaturation du droit. J'en parle avec mes collègues plus spécialistes que moi en philosophie politique, et nous sommes bien chagrinés de voir que la célèbre formule de Lacordaire au XIXe siècle entre le faible et le fort, c'est la loi qui protège et c'est la liberté qui au contraire opprime. Hein, c'est exactement ça, ce qu'il dit, et qui rejoint ce que vous êtes en train de dire. C'est que le législateur d'aujourd'hui, j'ai fait allusion tout à l'heure à mon député, tant pis s'il tombe sur cette chaîne YouTube, mais enfin, après tout, il n'y a pas de raison que je me cache. Le député qui est dans un amateurisme effrayant, puisque au fond, il entérine ce que le sondage d'opinion dit. Et donc, il n'a plus dans cette fonction, comme vous le dites, de protéger la loi. Aujourd'hui, le législateur considère qu'il faut sans cesse agrandir l'espace de l'expansion indéfinie des droits. Voilà. Et alors, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a quand même des grandes consciences, appelons-les comme ça existe des consciences, qui, de quelque endroit qu'elles parlent, sont encore capables de nous dire ce que vous venez de dire. Et je pense en ce moment à Jacques Julliard. Je ne sais pas si vous connaissez cet essayiste, cet historien. Jacques Julliard, en gros, politiquement, c'est un rocardien, c'est un héritier du personnalisme chrétien. Il n'aime pas beaucoup l'Église, mais il aime bien le Christ. Mais Jacques Julliard dit dans un article très récent, je crois que c'est paru dans le Figaro il y a 2-3 jours, il y a quelques jours, enfin bref, on le retrouverait, il dit exactement ce que vous dites, c'est-à-dire que le législateur est en train de devenir finalement à la traîne de l'opinion. Il n'a plus cette fonction pédagogique, je reprends un mot de Platon, d'éclairer l'opinion. Il suit l'opinion. Et autrement dit, il laisse le pouvoir médiatique, le pouvoir émotionnel prendre le dessus. Et c'est d'ailleurs cela qu'il invoque parfois, en particulier en ce moment, à la veille d'un débat sur l'euthanasie, où l'émotion visiblement a pris plus de place que la raison, et où surtout l'expansion donc du droit à décider moi-même de ce que je veux est un droit tel que c'est pas à moi tout seul, par exemple, de me suicider, c'est à la société de dire j'exige qu'on me donne les moyens d'en finir puisque je l'ai décidé. Et donc, en effet, ici, comme vous le dites, le faible voit qu'il y a une offre qui lui est faite par la société. Ben oui, vu comment vous êtes, c'est normal qu'on vous donne le poison mortel, enfin, ou on vous fasse l'injection. Ce renversement que vous signalez très très justement est une des questions majeures de l'époque. Mais comme disait un psychanalyste qui n'est pas du tout catho, Pierre Legendre, il faut rentrer dans le mur pour s'apercevoir qu'il y a un mur, un jour ou l'autre. Le progrès n'est pas linéaire, c'est pas parce qu'il y a un changement que c'est un progrès. Mais on le voit bien, il suffit de regarder notre histoire, regardez l'écologie, tout simplement. Dans les années 60-70, on allait dans le mur. On allait dans le mur, mais on ne voulait pas voir qu'on allait dans le mur. Mais maintenant, on voit qu'on est dans le mur. Un écologiste, aujourd'hui, c'est un conservateur, un rétrograde qui veut revenir à un état où la nature est moins abîmée qu'elle n'a été en raison des progrès, de ce qui s'appelait le progrès à l'époque, et qui faisait qu'on développait des technologies, on développait le plastique, et tout ce que vous voudrez. Enfin, je vais prendre des exemples un peu simples. Pour remonter à des choses encore plus dures, plus cruelles, c'était les progressistes dans les années 30 qui préconisaient l'eugénisme, qui trouvaient qu'il était normal d'améliorer l'espèce humaine par des stérilisations forcées, par des
par des techniques appropriées. Et puis un jour, on s'aperçoit qu'il y en a qui prennent ça au sérieux et on se dit, oh là là, il ne faut peut-être pas aller trop dans cette direction. On y revient petit à petit par des éliminations qui ne disent pas leur nom, mais en tout cas, encore une fois, l'histoire n'est pas linéaire. Ce n'est pas parce qu'une chose a été décidée à un moment donné qu'elle le sera de toute éternité. Il y a un moment où on peut se dire, qu'est-ce qu'on a fait, quel virage on a manqué et à quel moment. Les jeunes générations font un reproche légitime, justifié à ma génération qui a été insouciante globalement, même si des individus avaient tiré la sonnette d'alarme, ils étaient considérés comme très marginaux, très, très minoritaires. Je pense à l'écologie en ce moment en particulier. J'ai l'impression que nous avons été insouciants ou rigides, mais nous avons vraiment, j'insiste sur ce point pour ceux qui nous entendront, nous avons une grande responsabilité dans la diffusion de cette rigidification de la conscience morale, au point où ce type de questionnement est synonyme d'ordre moral, d'oppression des personnes, et c'est ce qui a conduit à geler la réflexion, alors que comment dire, à saper cette émergence qui existe dans l'homme que l'on aborde pacifiquement. C'est conscience morale, ça va avec une paix intérieure, ça va avec une clarté, un travail, une clarté, mais qui est toujours en travail. Ce travail de la conscience qui cherche, qui est faillible et qui a besoin de visiblement. Et puisque c'est un groupe chrétien qui se réclame de François, qui est non seulement le nom que le pape a choisi, je crois qu'il est bon de faire acte d'humilité, parce que peut-être que des principes rigidement affirmés, comme on vient de le dire, ont fait beaucoup de tort, beaucoup de mal. Hein, c'est Pascal Mériot qui vient de dire ça. Et comme en plus les autorités ecclésiastiques et d'autres aussi n'ont pas forcément donné l'exemple alors qu'ils prêchaient justement une morale rigide et qu'eux ne l'appliquaient pas toujours, ça veut dire que le message évangélique, il n'est pas très audible et qu'il faut le comprendre. Et qu'il faut le comprendre dans le monde d'aujourd'hui et accepter les critiques vives qui peuvent être portées aussi. Et donc, bien sûr, nous avons une espérance au-delà de ces contingences historiques, mais ce ne sont pas des contingences à négliger nécessairement. Mais encore une fois, faisons confiance à malgré tout cette petite lumière qui nous éclaire. Moi, je parle en philosophe, je ne parle jamais en théologien, j'essaye en tout cas de rester dans mon registre. Il y a quand même des lumières de la raison qui sont aussi un héritage que l'esprit évangélique a semé malgré, encore une fois, des écarts dans l'histoire, dans le présent aussi d'ailleurs. Cette lumière, elle continue, je crois, à pouvoir nous éclairer. Je crois qu'on peut le dire aussi comme ça. Oui, c'est le but de la conscience.